Alors, merci de me donner la parole. Bon, je vous ai écouté parfois non sans difficulté et un peu en pointillé parce que la connexion n'était pas bonne, avec beaucoup d'intérêt et en fin d'après-midi, je commence à percevoir une certaine fatigue chez moi-même et je pense chez la plupart des auditeurs et auditrices. À chaud, peut-être la première chose que je dirais, c'est une impression de relative surprise devant la face, quant à la proximité avec les objets ou les corpus explorés dans lesquels se sont tenues la plupart des interventions, hein, sous un titre très général et abstrait comme Le génie à l'épreuve du genre et sous le titre plus général du labo. On peut s'attendre à quelque chose qui soit plus de l'ordre de la vaste synthèse d'histoire des idées ou d'histoire culturelle ou d'une réflexion conceptuelle et sur les catégories. Et là, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est cette plongée finalement précise et minutieuse dans des œuvres ou dans des moments ou dans des modalités d'appropriation. Du coup, cela rend toute tentative de conclusion ou de synthèse absolument impossible, donc je ne l'essaierai même pas, d'autant que je ne suis nullement spécialiste des périodes sur lesquelles vous travaillez et qui ont été abordées. Alors peut-être un mot sur les raisons pour lesquelles j'ai accepté cette invitation tardive dont je vous remercie. Bien sûr, je travaille beaucoup en études genre, d'un point de vue à la fois théorique, artistique, littéraire et culturel, donc le sujet m'intéressait a priori, mais en même temps, comme je vous l'ai indiqué quand la sollicitation est venue, je n'ai jamais travaillé de façon systématique sur la notion de génie que j'emploie peu et qui, a priori, je dois le reconnaître, m'interpellait assez peu. Alors, pour quelles raisons dire oui quand même par curiosité, par sympathie pour la démarche des labos jeunes recherches, et puis aussi parce que je trouvais intéressant de voir la question du genre surgir dans un programme qui ne la posait pas a priori, mais dans la reconnaissance d'une difficulté ou d'une nécessité de prendre en compte cette question, parce que elle était soit frontalement posée par certaines œuvres ou certaines définitions sur lesquelles vous vous êtes d'abord arrêté, soit au contraire, pour certaines ou certains d'entre vous, elle semblait manquer au regard de nos préoccupations contemporaines. Donc cette démarche-là, qui relevait d'une logique de genre, me semblait intéressante, plus que, je dirais, l'éternelle question du génie féminin. Y a-t-il des femmes géniales, des femmes de génie, des femmes reconnues comme telles, ou, j'allais dire pire, mais je vais m'expliquer tout de suite après, y a-t-il un génie féminin ou spécifiquement féminin? Et donc, peut-être quelques remarques ici situées, hein, à partir de mon champ principal de travail, qui est la littérature, et de ma période, qui est le 19e siècle, souvent étendue au 20e. Les grandes occasions auxquelles ce thème était abordé pour moi, c'était soit l'étude du romantisme, et je crois que délibérément vous souhaitiez vous en détacher, donc je ne reviendrai pas, très ponctuellement, soit tout à fait à la fin du siècle dernier, la trilogie de Julia Kristeva sur le génie féminin, qui pendant un temps a fait référence, et puis dont je vois que elle semble complètement disparue. Non seulement elle n'est pas citée explicitement, je ne sais pas si elle fait partie de vos bibliographies, mais elle ne me semble pas non plus un horizon théorique de vos réflexions ou de vos débats, donc ce qui montre que les choses changent et se déplacent. En même temps, il ne me semble pas que cette question soit totalement évacuée de vos champs de travail. Elle est déplacée ou reformulée. Il me semble, du côté des conditions de possibilité d'appropriation, de revendication ou d'usage stratégique de la notion de génie, en particulier dans la conférence inaugurale ou dans l'intervention de Perry Geithner. Et puis, il me semble aussi que la question d'une
d'un génie au féminin ou d'un génie féminin, ou reposant en d'autres termes la question de la spécificité, se trouvait aussi à l'horizon de l'exposé, par exemple, pardon de ne pas citer vos noms, mais cela vaut mieux que de les écorcher, sur les épistolières du XVIIe, ou bien sur les sylphides de la littérature narrative du XVIIIe. Et là, je trouvais intéressant, parce que cela n'a finalement pas été tellement explicité, de savoir si cette singularité féminine, posée, utilisée, supposée, avancée de façon stratégique, était affirmée et construite par des voix masculines ou par des voix féminines, hein, voilà. Et évidemment, affirmer ou donner l'occasion de penser une singularité d'un génie féminin et au féminin sous la plume d'écrivains hommes ou du côté des pistolières femmes, ce n'est pas la même chose et les enjeux ne sont pas les mêmes. Et ceci m'amène vers une autre question qui serait peut-être le sens, alors attribué au génie, c'est une question infinie et je ne vais probablement pas y revenir, mais attribué au terme de genre, qui était dans le titre de notre demi-journée d'études, euh, qui finalement a été peu interrogé et qui renvoyait parfois, et me semble-t-il surtout, à une interrogation sur les femmes, mais évidemment une interrogation sur les femmes situées, contextualisées et considérant ces femmes dans un milieu qui pouvait être intellectuel, littéraire, social, et parfois, mais moins, voulant faire du genre en tant que système construit, hiérarchique, de domination, évolutif, un outil d'analyse pour penser le génie, son évolution et ses enjeux. Et je crois qu'il y avait un petit peu les deux, la difficulté étant extrême de faire les deux en même temps, bien sûr. Hein, je pense que c'est quelque chose qui se fera dans l'avance progressive de votre programme. Alors, de ce point de vue, j'ai été très intéressée par l'intervention sur Poulain de la Barre, qui se situait plutôt de ce côté d'une étude euh, à la lumière du genre, de l'histoire d'un concept et d'une position philosophique, sauf que c'est une écoute qui a été totalement coupée en pointillés pour moi, donc j'espère ne pas altérer votre propos. Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce que j'en ai entendu, c'est le fait de aborder simultanément la question de la différence des sexes et surtout de l'égalité ou l'inégalité des sexes, et celle de la pertinence de la sexuation et de la sexualité à situer seulement dans le corps, voire seulement dans les organes de la reproduction, ou bien à étendre à la totalité de la personne ou de l'individu. Et il me semble que c'est vraiment là toute la difficulté, alors de façon générale, et pour l'usage du génie qui renvoie aux deux, hein, comme mode de désignation ou de caractérisation. C'est quelque chose qui classe, qui singularise, qui différencie à la fois hommes et femmes éventuellement, dans des modalités différentes où les uns en ayant, les autres n'en ayant pas, mais aussi parmi les peuples éventuellement. Alors on n'a pas été du tout du côté des identités nationales ou régionales, bon, ce qui pourrait être un autre champ, mais du côté des individus ou des courants. Et voilà, là j'ai trouvé, pour ce que j'en ai entendu, très éclairant et très utile votre propos, en essayant aussi, évidemment, mon écoute restait venir du 19e siècle, alors pour une raison que je vous livre, qui est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de vous écouter avec plaisir et de me livrer à cet exercice improbable du mot de la fin, c'est que j'avais rencontré quelques mois, il n'y a pas très longtemps auparavant, cette question du génie que je ne pose pas spontanément dans un séminaire que je faisais avec Damien Zanon
à l'université de Chicago sur les problématiques de sexe, de genre et de sexualité appliquées à la littérature, parce que nous accueillons l'autrice de cet ouvrage, Envie de génie, la contribution des femmes à l'histoire de la poésie française au XIXe siècle. Adriana Palienko, qui examine donc la production d'une série de poètes femmes très minorées dans l'histoire littéraire, appuyée sur une histoire du génie et du refus, en somme, de l'accès au génie pour les femmes. Et autant je trouve absolument passionnante la réintroduction de ces femmes dans une écriture de l'histoire littéraire, autant je restais surprise et perplexe de l'importance qu'elle donnait à cette question du génie, alors que je peux résumer en deux mots. Elle distingue le XIXe siècle par rapport à une histoire antérieure dans laquelle l'histoire du mot génie ne privilégierait pas, c'est moi qui introduis le conditionnel, un sexe aux dépens de l'autre. Et donc la première étape de son entreprise s'intitule dans un chapitre 1 désexuer le génie, en considérant qu'il a été sexué au XIXe siècle, ce qui me semblait un récit, disons pour le moins, simplifiant. Et je me disais, en vous écoutant, c'est formidable, je vais savoir ce qu'il en était de ce temps où le génie n'était pas encore sexué, et j'entends bien ce que je présupposais déjà antérieurement, c'est que c'est plus compliqué, disons, que ce résumé qui verrait une réappropriation au masculin et une resexuation exclusivement au XIXe siècle. Alors, m'interrogeant sur les passages, et en particulier à partir des articulations et des questions posées à propos de Poulain, je me demande ce qui a changé, ce qui fait tout de même qu'on peut postuler qu'à un moment donné, le génie est masculin, de même que la modernité est masculine, comme le dit Éliane Viennot. Évidemment, ce qui a changé, on pourrait dire, c'est à la fois l'imposition du modèle à deux sexes, si on veut parler comme Laqueur, et donc on entre dans un moment où il n'y a plus de dualisme et où la nature va contaminer le tout de la femme et de l'homme dans les discours. Et puis aussi, il intervient la révolution et une marche vers la démocratie et la question de l'égalité entre hommes et femmes, absolument impossible à dissocier de la question de l'égalité entre tous les individus. Et donc, ce sera mon dernier mot pour revenir à votre période, et en vous priant d'excuser ce petit excursus par le 19e. Je verrai peut-être deux textes relais importants sur ces questions et sur ces enjeux absolument fondamentaux, et dont je suis presque étonnée qu'il n'ait pas été évoqué dans les discussions. Le premier sur la question de savoir, en somme, où est pertinente la question de la différence des sexes et de la sexuation. C'est le début du livre 5 de l'Émile, Rousseau ayant été cité brièvement dans la dernière intervention. Et donc je vais, plutôt que d'utiliser le chat, vous rappeler ce que dit Rousseau au livre 5, Sophie ou la femme. En tout ce qui tient au sexe, la femme et l'homme ont partout des rapports et partout des différences. La difficulté de les comparer vient de celle de déterminer dans la constitution de l'un et de l'autre ce qui est du sexe et ce qui n'en est pas. Par l'anatomie comparée et même à la seule inspection, on trouve entre eux des différences générales qui paraissent ne point tenir au sexe. Elles y tiennent pourtant, mais par des liaisons que nous sommes hors d'état d'apercevoir, etc. Bon, je passe la suite. Il me semble que là, il y a à la fois une proposition absolument fondamentale qu'on oublie souvent quand on s'acharne à commenter le début de ce livre, c'est le rappel que il y a des rapports et des différences et que tout ne tient pas au sexe, mais tout de suite après cette postulation que le domaine de ce qui tient au sexe est
très important et inaperçu. Et donc là se prépare un basculement, en somme, puisque le 19e siècle va être convaincu que le domaine de ce qui tient au sexe est infini et engloutit en somme l'ensemble des champs de l'expérience et de l'individu. Et donc il me semble que là, on a un aboutissement d'une partie des réflexions que vous avez posées, et en même temps on voit bien comment on bascule vers un autre régime. Et l'autre texte très important, dont la postérité au XIXe siècle est infiniment moins grande, hein, nous emmène du côté du politique, repose la question de l'éducation et du pouvoir. C'est le texte de Condorcet sur l'admission des femmes au droit de cité, dont je trouve qu'il résonne vraiment très très fortement avec les textes de Poulain de la Barre et les questions que vous avez posées à leur propos. Et donc, je vais juste en lire un bref extrait. Donc, ceux qui établissent les institutions n'ont-ils pas violé le principe de l'égalité des droits en privant tranquillement la moitié du genre humain de celui de concourir à la formation des lois en excluant les femmes du droit de cité? Est-il, bon, je passe un petit peu, pour que cette exclusion ne fût pas un acte de tyrannie, il faudrait ou prouver que les droits naturels des femmes ne sont pas absolument les mêmes que ceux des hommes, ou montrer qu'elles ne sont pas capables de les exercer. Or, alors j'ai passé un paragraphe cependant important dans la détermination pour en venir au génie, en admettant dans les hommes une supériorité d'esprit qui ne soit pas la suite nécessaire de la différence d'éducation, ce qui n'est rien moins que prouvé, et ce qui devrait l'être pour pouvoir, sans injustice, priver les femmes d'un droit naturel. Donc là, il y a une question qui est ouverte et non refermée, laissée en suspens. Cette supériorité ne peut consister qu'en deux points. On dit qu'aucune femme n'a fait de découvertes importantes dans les sciences, n'a donné de preuves de génie dans les arts, dans les lettres, etc. Mais sans doute, on ne prétendra point n'accorder le droit de cité qu'aux seuls hommes de génie. On ajoute qu'aucune femme n'a la même étendue de connaissances, la même force de raison que certains hommes, mais qu'en résulte-t-il? Qu'excepté une classe peu nombreuse d'hommes très éclairés, l'égalité est entière entre les femmes et le reste des hommes, que cette petite classe, donc les hommes de génie mis à part, l'infériorité et la supériorité se partagent également entre les deux sexes. Donc là, je trouve qu'il y a un basculement tout à fait important qui introduit une nouvelle différence, celle entre les êtres de génie qui, selon les idées reçues, ne peuvent être que des hommes, mais Condorcet appelle à revenir sur ce jugement, hein, laissant le dossier de côté, et le reste des êtres entre lesquels il ne convient pas de faire de différence entre hommes et femmes. Donc là, il me semble qu'on a une réflexion admirable et admirablement formulée dans la continuité d'un fil ténu, mais qui court depuis Poulain de la Barre. Et ce moment-là va être à peu près totalement oublié pendant le 19e siècle et ne ressurgira que plus tard. Voilà ce que m'inspirait l'écoute de vos travaux, pour lesquels je vous remercie vivement. Eh bien, merci beaucoup à vous. Je pense que tous les organisateurs, organisatrices sont d'accord avec moi pour vous remercier beaucoup pour ce mot de la fin extrêmement stimulant qui nous invite à poursuivre les recherches. Voilà, je sais pas si... Oui, merci beaucoup Christine Plantet d'avoir accepté de jouer le jeu jusqu'au bout, d'être resté toute la journée à nous écouter et tous ensemble et effectivement d'avoir ouvert en plus comme ça un certain nombre de perspectives. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Bon. Et d'ailleurs, si quelqu'un a des questions quand même à vous poser, je ne sais pas, je ne voudrais quand même pas refermer sauvagement tout ça, on va partir, mais sans avoir laissé la possibilité aussi aux personnes qui ont participé à toute cette journée de vous poser des questions et notamment de références si jamais. Voilà, sinon, je pense qu'il sera bientôt temps de nous quitter, de profiter du soleil aussi, puisque je sais que vous, là, du côté Montréal aussi, il a l'air de faire très beau. Voilà.
Bien, bonne soirée à vous et bonne suite dans vos travaux. Merci beaucoup. Eh bien, nous levons la séance alors. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette journée qui sera prochainement mise en ligne. Vous recevrez un mail pour votre accord aussi pour la mise en ligne et on vous enverra les vidéos qui concernent vos passages pour que vous puissiez confirmer simplement que vous êtes toujours d'accord au vu des montages qui auront été faits pour la publication. Je vous remercie beaucoup encore de votre attention à toutes et à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci à tous, au revoir. Au revoir, merci pour l'organisation. Merci à vous.